Et ces images de Minneapolis ne sont pas les premières du genre. On va en parler avec Sophie Gauthier. Sophie, ces affaires, elles sont récurrentes finalement dans l'histoire des États-Unis. Oui, et ces images d'émeutes dans le Minnesota, elles rappellent celles de Ferguson en 2014 avec des milliers de manifestants qui crient dans la rue leur incompréhension après le meurtre d'un noir, Michael Brown. Et ces images, elles donnent l'impression que l'histoire se répète sans cesse. Cette histoire, c'est celle de noirs non armés tués par des policiers blonds. Revenons en 2012, c'est cette année-là qu'un adolescent de 17 ans, Trayvon Martin, est abattu par un surveillant de quartier. Il jugeait son comportement suspect. Cet homme, George Zimmerman, sera acquitté. Une décision qui va provoquer la colère de la communauté noire dans le pays et qui sera un événement fondateur du mouvement de contestation Black Lives Matter. Et puis, en 2014, à New York, c'est un autre noir, Eric Garner, qui meurt asphyxié lors de son arrestation par la police. Lui aussi, il va avoir ces mêmes mots que George Floyd a eu lundi soir. Ces mots, ce sont « I can't breathe », je ne peux pas respirer, avant de décéder. Et quand on revient sur ces différents éléments, on a l'impression en fait que rien ni personne ne parvient à arrêter ce phénomène. Oui, et les chiffres le montrent. Depuis 2017, plus de 600 Afro-Américains ont été tués par balle par des policiers. Et entre 2015 et 2019, un Afro-Américain non armé avait 4 fois plus de risques d'être tué par la police qu'un blanc non armé. Ce sont les chiffres du Washington Post. Et ce qui provoque l'indignation, eh bien, c'est que souvent les policiers n'ont pas à répondre de leurs actes, quel que soit le président à la tête du pays. C'était la même chose sous Barack Obama qu'aujourd'hui sous Donald Trump. Les violences raciales se perpétuent plus d'un demi-siècle après la fin de la ségrégation, ce qui fait s'interroger le magazine Time, dont vous voyez la une. Qu'est-ce qui a changé depuis 1968 ? Cette année-là, Lucie, plus de 125 villes s'étaient embrasées après l'assassinat de Martin Luther King à Memphis. Merci beaucoup Sophie Gauthier pour toutes ces précisions. Sophie Gauthier, le président américain semble même de plus en plus lâché par les siens. Tout à fait, ils sont de plus en plus nombreux à remettre en cause la politique du président américain, à commencer par ses anciens conseillers. Alors celui qui a fait le plus de bruit, c'est sans doute John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité nationale. Il considère que Donald Trump n'est pas apte à la fonction de président. John Bolton qui s'apprête à sortir un livre explosif à charge contre le président américain et dont la publication a failli être compromise. Et il n'est pas le seul à critiquer la politique de Donald Trump, c'est également le cas de son ancien ministre de la Défense, James Mattis. Il l'accuse de vouloir diviser l'Amérique dans la presse. Il le qualifie même de menace à la nation et à la Constitution, des mots très forts de la part de ce général connu pour ses opinions très conservatrices. Et puis il y a encore un autre ministre qui s'en prend à Donald Trump, c'est Rex Tillerson. Lui, il qualifie le président américain d'imbécile. Division également, Sophie, au sein de sa famille politique et notamment parmi des ténors du Parti des Républicains. Oui, tout à fait. C'est le cas, par exemple, de l'ancien président américain George W. Bush. Selon le quotidien Le New York Times, il ne votera pas pour Donald Trump en novembre prochain. L'un des anciens membres de son administration, l'ancien chef de la diplomatie, Colin Powell, va même plus loin en appelant à voter pour le candidat démocrate Joe Biden. Écoutez ce qu'il pense de Donald Trump, c'était sur CNN début juin. C'est un mot que je n'aurais jamais utilisé avant. Je ne l'aurais jamais utilisé pour qualifier l'un des présidents sortants pour lequel j'ai travaillé. Il ment à propos de nombreuses choses et il parvient à s'en tirer parce que les gens ne le tiennent pas responsable. Enfin, l'ancien candidat à l'élection présidentielle, Mitt Romney, le seul républicain à avoir voté pour la destitution de Donald Trump, lui, il a choisi de manifester aux côtés du mouvement Black Lives Matter en signe de désapprobation de la politique du gouvernement américain. Voilà autant de désaveux de la part de profils très différents au sein du parti républicain, ce qui pourrait rebattre les cartes de l'élection en novembre prochain, même si Donald Trump reste pour l'instant très soutenu par sa base électorale. La politique, dans un instant, nous serons en direct avec l'invité du 23h, Valérie Gomez-Bassac, députée LREM du Var. Mais d'abord, le point sur les élections municipales avec vous. Sophie Gauthier, bonsoir. On a tendance un peu à l'oublier, le second tour. On s'en rend pas trop compte, mais c'est déjà dans 3 semaines. Oui, et c'est sans doute l'une des campagnes les plus singulières que les candidats s'apprêtent à mener dans une France encore plongée dans l'incertitude. L'annonce de la date du second tour ne remonte qu'il y a quelques jours, dans un climat où les électeurs peuvent
peut-être davantage préoccupés par les annonces du déconfinement que par les programmes de leurs futurs édiles. Alors, pour les 5000 communes où il y aura un second tour, les équipes ont dû repenser leur stratégie. Conditions sanitaires obligent, les outils au service de la campagne ont dû être revus. Il faut privilégier les courriers, les appels, les réseaux sociaux au détriment du porte-à-porte, même s'il n'est pas interdit. Et parfois, les programmes aussi ont été un peu remaniés avec davantage de propositions environnementales ou locales pour coller à l'état d'esprit post-confinement. La campagne officielle, elle va commencer le 15 juin. Il faut se reconnecter à ses électeurs faute de meeting et les élus sortants, ils ont un peu l'avantage car c'est eux qu'on a vus pendant 2 mois et demi. Mais tout l'enjeu pour les candidats le 28 juin prochain, ce ne sera pas de convaincre les électeurs de voter pour eux, mais il faudra les convaincre de voter tout court. Rappelez-vous, au premier tour, l'abstention avait atteint le niveau record de 56%. Cette cérémonie d'hommage national, elle va se dérouler en 2 temps. D'abord, dès 10h, un moment d'hommage populaire sur le pont Alexandre III. C'est par là que le cortège funèbre va traverser la Seine pour rejoindre les Invalides. Et c'est là que tous les Français sont invités à se réunir pour saluer la mémoire de ces 2 soldats, Cédric de Pierrepont, 33 ans, et Alain Bertoncello, 28 ans. Tous 2 morts dans cette opération de libération des otages au Burkina Faso. Ensuite, à 11h, ce sera le moment de la cérémonie protocolaire dans la cour d'honneur des Invalides, présidée par Emmanuel Macron, qui est aussi le chef des armées. Les 2 cercueils seront drapés des couleurs nationales et portés par leurs camarades des commandos marines. Le président, il va s'exprimer brièvement. Il leur remettra la Légion d'honneur à titre posthume avant de procéder à une minute de silence. Voilà une cérémonie qui devrait durer 45 minutes. Les dépouilles des défunts seront ensuite remises à leur famille afin qu'elles puissent procéder aux obsèques dans l'intimité dans les jours prochains.